Alors bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Benjamin, fondateur de Ourail, le média référence du voyage bas carbone. On va parler de comment réconcilier aventure, plaisir de voyager et respect de la planète. Alors tout d'abord Benjamin, comment tu définirais Ourail en une phrase à quelqu'un qui ne connaît pas ? Salut Jules, eh bien écoute, comment je définirais Ourail à quelqu'un qui ne connaît pas ? Tu l'as très bien fait en vrai, parce que moi je dis tout le temps, écoute, on est le média référence du voyage bas carbone. Après, si je dois compléter, je dirais qu'on a 3 missions. La première, c'est de faciliter les voyages sans avion, parce qu'aujourd'hui ça peut être un peu galère de trouver l'info, de réserver ses billets, etc. Deuxième mission, c'est de partager de nouveaux imaginaires, de montrer que prendre le train, voyager à vélo, à la voile, etc., ça permet de passer des moments géniaux. Et la troisième mission, elle est communautaire. Comment on fait en sorte justement que tous ces gens qui voyagent en train, à vélo, à la voile, partagent leur expérience, à la fois pour partager des bons plans, aider les autres, mais aussi pour faire, on va dire, briller ce mode de voyage. Ok. Et aujourd'hui avec Ourail, comment les moyens que vous avez mis en place pour justement favoriser le voyage sans avion, créer cette communauté, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis le début ? Écoute, ça a commencé assez simplement avec ce que je faisais déjà, parce que moi ça fait plus de 10 ans que je suis youtubeur voyage, donc j'ai tout simplement appliqué ce que je savais déjà faire, c'est-à-dire des vidéos. Donc on a fait pas mal de vidéos, de carrousel, etc. sur Instagram. On a aussi assez rapidement lancé un podcast sur YouTube et sur les plateformes audio. Et puis après, au fil du temps, au fil du développement de la communauté, on a pu aussi sortir notre premier livre. Donc ça, c'était fin 2024. Donc ça, c'était top aussi. Ça permet d'avoir une nouvelle corde à notre arc. Et en plus, c'était un vrai succès de librairie. On en a vendu plus de 17 000 aujourd'hui. Donc moi, je suis très fier de savoir qu'il y a potentiellement des milliers de livres posés sur des tables basses ou dans des bibliothèques. Et maintenant, la grosse nouveauté, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est l'application. Parce que justement, pour nous, c'est un peu l'outil obligatoire. On a le sentiment qu'aujourd'hui, réserver un avion, c'est beaucoup plus simple. Tu le fais en 2-3 clics sur un comparateur. Là où un long voyage en train, ça peut être compliqué. Et justement, c'est pour ça qu'on développe cette application. Ouais, on reviendra sur l'application plus en détail juste après. Et c'est vrai que pour ton parcours, avant, tu avais une chaîne YouTube, Dolt. Tolt, excuse-moi. Ouais. Si, voilà. Et à quel moment tu t'es dit, je vais faire Ourail, je vais en faire une entreprise à part entière. Est-ce que tu as eu un moment déclic sur ce sujet ? Alors, moi, j'aime pas trop parler de déclic parce que ça se fait toujours de manière progressive. De toute façon, c'est toujours un cheminement. Généralement, tu travailles pas du jour au lendemain. Tu vois, c'est toujours plusieurs expériences. mais effectivement, moi, au début, je partageais, on va dire, mes expériences de voyage sur ma chaîne à moi, sur mon compte, qui est avec mon pseudo Tolt. Et en fait, pourquoi j'ai voulu lancer un média ? Pour 2 raisons. C'est parce que justement, en organisant mes voyages sans avion, alors je vais peut-être repartir du début, excuse-moi. Le début déjà, il faut savoir que j'étais pas du tout responsable dans ma façon de voyager. Je faisais absolument n'importe quoi pour le coup. Je prenais beaucoup l'avion, je travaillais même avec des compagnies aériennes. Okay. Pour te donner un exemple très concret, je me souviens d'un reportage que j'étais allé faire au Costa Rica. En revenant en France, après 5 heures plus tard, je devais reprendre un vol pour aller à Singapour. Ah oui. Donc autant te dire qu'en termes d'empreinte carbone, c'était catastrophique. Et du coup, ça a créé pas mal de dissonance cognitive. J'étais pas très à l'aise justement avec l'impact de mon activité, etc. Ouais. Et donc, été 2019, je me suis dit, allez, on arrête les bêtises, on se focalise uniquement sur le voyage bas carbone. Et en fait, le fait de se focaliser sur le voyage bas carbone, ça m'a poussé à essayer d'organiser des longs voyages en train. Donc justement, je me revois à l'été 2019 à essayer d'organiser un voyage jusqu'en Iran en train. Ah oui. Et j'ai vu que c'était une galère. Ouais. J'ai pu constater ça. Et donc, ça a planté une première graine. Donc après, il y a eu le Covid, etc. Voilà. Et en fait, ce projet est ressorti. Du coup, fin 2022, j'ai commencé à plancher là-dessus. Et 2023, Ourail a vu le jour. Et en fait, ce qui m'a motivé justement à vraiment créer un média, il y avait 2 sujets. Déjà, je me disais, ok, je peux continuer à faire des vidéos dans mon coin. C'est très cool. J'ai quand même de l'impact. Mais j'aurais beaucoup plus d'impact si j'arrive à fédérer une large communauté autour d'un média et si j'arrive à avoir une équipe, etc., à faire un truc encore plus gros. Ouais. Et l'autre sujet, c'était purement technologique. Moi, j'avais pas les compétences pour développer un outil tech pour faciliter justement la construction de ces itinéraires. Et donc,
je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'avoir quand même, de s'entourer de gens qui savent le faire. Ouais, okay. Et donc, voilà, c'était vraiment ces deux objectifs-là. Ouais, ton expérience personnelle, tu as voulu la mettre sur une plateforme accessible à tous, finalement, de ce que toi, tu aurais eu envie d'avoir quand tu as décidé d'arrêter l'avion, quoi. Exactement. Alors, ouais. En fait, moi, j'avais les compétences pour créer du contenu, pour donner envie de voyager, etc. Mais j'avais pas les compétences tech et il me manquait, on va dire un outil sur lequel on allait pouvoir rassembler tous ces retours d'expérience communautaires. Ouais. Et donc ça passait forcément par le fait de s'entourer. Et aujourd'hui, tu te définirais encore comme un créateur de contenu ou plus comme un chef d'entreprise Je serais tenté de te dire chef d'entreprise parce que de toute façon, je pense que maintenant les gens en ont un peu conscience. Aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est multicasquette. Ouais, clairement. Je pense que voilà, tu en as plein autour de toi. Et aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir effectivement des chefs d'entreprise qui vont gérer les réseaux sociaux, qui vont faire des vidéos, qui vont écrire des scripts, etc. Après, peut-être que moi, vu que j'ai mes 10 ans d'expérience et que je prends vraiment du plaisir à faire ça, c'est peut-être encore plus présent que pour un chef d'entreprise, on va dire lambda, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, avec la création de Ouraille, c'est un peu difficile de trouver l'équilibre et j'ai forcément dû prendre un petit peu de recul par rapport à la création de contenu. Ouais, forcément, t'es un peu obligé. Je peux pas me dédoubler. Donc, non, voilà. Avec Benjamin. Ça règle l'histoire. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Ouraille, quand même, vous vous attaquez à un sujet d'actualité majeure. Et comment vous arrivez aujourd'hui à convaincre une personne de ne pas utiliser l'avion, sachant qu'il y a quand même une grande partie encore qui voit l'arrêt de l'avion comme une contrainte ou comme un sacrifice. Voilà, comment vous arrivez à trouver les bons mots, comment vous arrivez à les convaincre? Alors déjà, première réponse que je peux t'apporter, là où on est super content, c'est qu'on sait qu'on arrive à générer du report modal. Okay. On arrive à faire en sorte que les gens se reportent de l'avion vers des modes de transport plus responsables, puisqu'on a fait un truc assez bête, on a fait un sondage sur Instagram, sur notre compte à l'époque, je crois qu'on avait 150 000 abonnés. Et on a fait un sondage, on a dit, est-ce que tu as déjà remplacé un voyage en avion par un voyage bas carbone grâce à l'une de nos publications? Et on était pas loin de 20% de gens qui nous ont répondu oui. Donc tu vois, déjà. C'est déjà des milliers de personnes, des milliers de vols évités et donc des milliers de tonnes de CO2 qui ont été évités. Donc ça, clairement, c'est notre boussole, c'est ce qui nous donne envie de nous lever chaque jour et d'aller plus loin. Et comment on fait ça? Eh bien, au tout début, au moment où on a lancé Ouraille, on avait déjà envie de faire un truc assez enthousiasmant et de pas être sur un truc un peu donneur de leçons. Et moi, mon avis perso sur l'écologie, c'est que je trouve qu'on s'est complètement foiré sur la façon de le présenter parce que, effectivement, c'est toujours un champ lexical qui est contrainte, effort, enfin, c'est des trucs qui donnent pas envie. Et ça a très souvent été sous le prisme de attention, si on fait pas ça, on va tous mourir, etc. Enfin, je caricature un peu volontairement. Alors que on s'en rend pas bien compte, mais en fait, vivre de manière plus sobre, vivre de façon plus responsable, on va dire écologiquement, ça a aussi plein de bénéfices. Oui. Je prends l'exemple du train. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le train, c'est quand même globalement une expérience qui est plutôt plus agréable qu'un vol low cost où tu vas prendre ton RER ou ton taxi pour aller c'est sûr. Voilà, à l'extérieur de la ville, où tu vas passer des portiques de sécurité, tu vas faire la queue, enfin tu vas vivre que des ruptures de charge, t'es traité un peu comme du bétail. Là où tu prends le train, hop, t'arrives 10 minutes avant ton train, tu poses tes fesses sur le siège et puis après, tranquille, tu travailles, tu regardes les paysages, tu te lèves s'il faut et voilà quoi. Et c'est vrai que vous mettez vachement en avant le fait de remettre l'aventure un peu au cœur du voyage. Exactement. Que c'est pas forcément la destination qui importe le plus, c'est aussi tout le cheminement pour y aller qui compte autant et qu'on a complètement oublié depuis que l'avion a pris beaucoup de place, quoi. Exactement. Nous, on joue beaucoup effectivement sur le côté itinérant. En fait, encore une fois, il faut que les gens se rappellent que un long voyage en train, faut pas le voir comme une contrainte et se dire c'est long. Au contraire, c'est une opportunité de faire des découvertes en chemin. Et donc effectivement, nous, pour beaucoup d'itinéraires, on va dire là fais un arrêt dans telle ville. D'ailleurs, il y a ça qui est super beau à voir. Profites-en pour te faire un déj ou passer une nuit, etc. Et du coup, ça amène des voyages qui sont beaucoup plus riches. Et en fait, certes, l'avion c'est beaucoup plus rapide. Et moi, je suis pas là pour dire que c'est pas un mode de transport qui est super pratique. Ça, il y a pas de débat. Oui. Mais n'empêche qu'on a un peu cette idée que les vacances démarrent qu'une fois qu'on est arrivé à la destination. Et ça, c'est dommage. Complètement.
Du coup, ça veut dire que les gens qui prennent l'avion, généralement, ils considèrent que l'avion, c'est 100% du temps perdu. Ouais. Alors que moi, pour le coup, quand je prends le train, je considère que c'est, allez, on va dire 80% du temps utile. Ouais. Évidemment qu'il y a un petit peu de perte de temps, mais 80% de temps utile, soit je travaille, soit si je suis en famille ou avec des proches, je vais me marrer, je vais faire des jeux. Voilà. Et donc, ça, c'est un point qui est super important. Et je reviens un peu à ta question de tout à l'heure. En fait, au début, on a lancé Wuraï, je pense qu'on parlait un peu d'écologie, on rappelait un peu les ordres de grandeur, de l'empreinte carbone, etc. On jouait justement sur cette comparaison entre l'avion et le train. Et donc ça, je pense que dans un premier temps, ça nous a permis de toucher les personnes convaincues. Oui. Et donc ça a rassemblé des gens qui sont déjà un peu... du prêcher exactement. Convaincu. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a un enjeu déjà de parler à plus large, d'aller surtout ne pas parler qu'à des gens convaincus, mais aussi à des gens qu'il faut convaincre. Et donc là, maintenant, finalement, ça a pris pas mal de recul, l'aspect écologique, on n'en parle quasiment plus. Et juste, on parle vraiment du côté kiffant de faire ces voyages. Ce qui est bien mieux, c'est voir le côté positif de l'écologie, entre guillemets. Presque oui, dans l'écologie est remise au second plan. Exactement. C'est un bénéfice que tu vas en tirer, mais c'est pas la qualité première de ce que vous pouvez proposer finalement. Exactement. C'est vraiment profiter du voyage. Et ok. En fait, pour moi, si les gens prennent le train par contrainte, en se disant je vais quand même faire gaffe à mon empreinte carbone, ça va pas marcher. Non, c'est sûr. Il y a forcément un moment où ils vont craquer, tu vois. Alors que si ils développent comme moi, parce que moi, franchement, j'ai toujours, j'ai pris le train dès le plus jeune âge, etc. Mais je veux dire, j'étais pas un fan de train non plus, tu vois. C'est sympa comme mode de transport, mais je m'en foutais un peu. Là, depuis que j'ai pris la décision d'arrêter l'avion, depuis que j'ai lancé Wuraï, c'est devenu une vraie passion. C'est-à-dire que je me surprends parfois à dire putain, ça c'est une locomotive construite par Alstom. Enfin, tu vois, genre, je deviens un geek. Connais les trains. Non, ça n'a aucun sens. Donc, je pense que quand tu deviens vraiment un peu passionné de train, mais en fait, t'es comme moi, ça m'est déjà arrivé d'être comme un gosse dans certains trains. Je me souviens d'un train de nuit que j'ai pris entre Ljubljana et Budapest, qui est un train un peu vintage avec des plaquages en bois, qui fait vraiment le train un peu des années, 50-60. Mais j'étais comme un fou, j'étais avec une banane, pas possible, c'était génial. C'est vrai que j'avais un peu ça quand j'étais petit avec les trains couchettes. Quand tu partais, c'est magique. C'était génial. Du coup, pour arriver à vos fins aussi, vous avez très récemment lancé une application qui a rencontré un succès fou dans la période de crowdfunding. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi vous avez lancé cette application et quel est le but derrière ? Donc on a lancé cette application parce que jusqu'au lancement de cette application, on avait un site qu'on a toujours, mais du coup qui va être retravaillé. Et en fait, sur ce site, on avait déjà des centaines d'itinéraires pour vraiment faciliter les choses aux gens. C'est-à-dire que on voulait que quelqu'un qui veut aller à Palerme sans avion puisse trouver toutes les infos, savoir où réserver ses billets, etc. Donc ça, on le faisait sur le site. Donc on va dire, on essayait à notre modeste échelle de supprimer cette barrière un peu organisationnelle, logistique, avec le site. Mais clairement, c'était un calvaire parce que c'était que des trucs qu'on faisait manuellement. Parce que c'est certainement par manque de moyens, etc. Mais du coup, c'était super chronophage. Et en fait, au bout d'un moment, si tu veux vraiment faciliter les voyages bas carbone au plus grand nombre, il te faut un outil qui est super ergonomique et aussi qui, en interne, qui au sein des équipes, ne prend pas trop de temps à mettre en place. Donc, l'avantage, c'est que cet été, j'ai proposé à 2 personnes qui montaient un autre projet avec une approche beaucoup plus tech. Je leur ai dit, les gars, nous, on est bons sur la partie communication, médias, vous êtes bons sur la partie tech. Si on se met ensemble, ça peut faire des étincelles. Et donc, j'ai réussi à les convaincre, justement, de bosser ensemble. Et donc ça a permis de justement reprendre une partie du travail qu'ils avaient fait justement sur le calculateur, c'est-à-dire pour trouver vraiment n'importe quel itinéraire sans avion en Europe. Et donc on a lancé ce projet. On s'est dit le meilleur moyen de savoir s'il y a un truc à jouer, c'est de faire effectivement un crowdfunding, comme tu l'as dit, sur Ulule. Et de voir si les gens déjà s'il y a, on s'était fixé un objectif d'au moins 800, je crois. Et on s'est dit, si à partir de 800 personnes qui sont prêtes à payer pour avoir accès à une application comme ça, c'est gagné. C'est pas gagné, mais il y a un petit truc à jouer. On s'est dit, c'est le minimum. Bon, résultat, comme tu l'as dit, ça a été plutôt un vrai succès parce qu'on a battu le record du montant collecté pour une application. Alors, ça reste pas démentiel, hein. C'est dur.
C'est dur en France de faire payer les gens pour une application. C'est pas comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y a cette habitude. Mais voilà, on a réussi à récolter 130 000 €. Ça te fait pas vivre très longtemps, mais en tout cas, ça montre qu'il y a un truc à jouer. Ouais, clairement. Ouais. Et même pour toi, ça doit faire du bien de se dire il y a autant de personnes qui sont intéressées par l'application, donc aussi plus prendre le train. Voilà, ça doit être quand même hyper réjouissant de ton côté, quoi. Clairement, là où c'est très rassurant, c'est pas seulement sur le modèle économique et commercial, on va dire, c'est aussi de se dire, en fait, j'ai quand même l'impression que ce qu'on fait, ça répond à un besoin. Il y a des gens qui vraiment sont frustrés. Et donc, si on arrive à supprimer cette frustration, tu prends quand même du plaisir, au-delà de juste le fait de te dire que ta boîte marche correctement. Oui, voilà, t'atteins ton but, ce que tu voulais résoudre comme problème à la base. Bon, c'est pas mal. Et c'est vrai que Ourail, c'est quand même ce que tu disais aussi tout à l'heure, une belle aventure entrepreneuriale où tu es parti d'un point, tu as une réalisation, mais tu l'as fait développer en te rendant compte du manque de compétences que tu pouvais avoir. Et si on parle vraiment d'entrepreneuriat et plus seulement du projet Ourail, est-ce que tu pourrais nous dire les premières problématiques que tu as rencontrées en lançant Ourail, les points de friction, etc., et comment tu as pu les résoudre, faire en sorte que ça avance quand même? Je dirais que les moments les plus durs sur ce projet, c'était vraiment au tout début, c'est-à-dire que la marque Ourail n'existait même pas encore. Parce que moi, en gros, quand j'ai eu cette volonté de me lancer sur ce projet, j'ai contacté une fille qui bossait aussi sur un projet similaire. Et du coup, je me suis dit, en plus, elle était elle est toujours ingénieure. Et je me suis dit, du coup, on serait assez complémentaires parce que moi, j'ai plus des compétences sur la partie market, commercial, etc. Et elle ingé. Et donc, comme je savais que c'était un sujet qui m'intéressait, je me suis dit, vas-y, propose-lui de faire ça ensemble. Donc, on a bossé ensemble pendant plusieurs mois. Et en fait, ça l'a pas fait. Ça a été un peu le divorce professionnel, quoi. Et donc, comme toute rupture, c'était pas facile du tout. Forcément, c'est des moments où ton ego en prend un coup, beaucoup d'amertume, etc. Et je trouve que c'est pas facile de passer à autre chose. Clairement, Et du coup, moi, je me suis, en fait, à ce moment-là, je pense que ma façon de rebondir suite à cette expérience qui était vraiment pas agréable, et des deux côtés pour le coup, c'était de me mettre dans l'action. Et donc, du coup, je me suis dit, mais vas-y, moi, je suis pas là pour lâcher, en fait. Donc malheureusement ou heureusement, on va pouvoir en reparler, mais on a lancé nos 2 projets en même temps. D'accord. Vraiment à 2-3 semaines d'intervalle. Et des projets vraiment d'une similarité, c'est-à-dire qu'il y avait juste les noms qui changeaient, mais sinon, globalement, c'était vraiment la même chose, quoi. Et donc, au début, franchement, c'était pas agréable parce que tu regardes l'autre, t'es amer, tu te dis putain. Ça fait de la compétition un peu. Et puis surtout, moi, ce que j'ai assez mal vécu, c'est que du coup, j'avais un peu, quand on travaillait encore ensemble, j'avais un peu mis à profit, j'avais profité, on va dire, de ma visibilité pour parler un peu du projet. Et donc, j'avais des gens qui m'avaient contacté et j'avais fait rentrer des gens dans le projet. Ah, d'accord. Parce que à ce moment-là, en fait, je travaillais encore sur mes réseaux, j'avais encore 2 alternants à gérer, donc je pouvais pas être à temps plein. Et je me disais, pour éviter qu'elle soit toute seule, je vais quand même faire rentrer d'autres gens dans le projet. De toute façon, on a besoin de force vive. J'étais un peu enthousiaste, quoi. Et finalement, en fait, elle a lancé le projet avec 2 personnes que j'avais fait rentrer dans le projet, tu vois. Donc, ah oui, dur à vivre. Franchement, c'était dur à vivre. Mais sur les premiers mois, c'était pas facile. Mais franchement, rétrospectivement, déjà, je suis super admiratif de ce qu'elle a fait. Oui. Je trouve qu'elle s'est super bien démerdée, même sur les sujets qui sont pas forcément son cœur de métier, on va dire. Tu vois, la partie com, etc. Moi, ça faisait longtemps que je le faisais, donc pas de souci. Mais même elle s'est bien démerdée. Et aussi, surtout, on va pas se le cacher, le fait d'avoir un peu d'amertume, le fait d'avoir cette concurrence, etc. Ça te pousse. Et donc moi, j'ai bossé mais comme un chien de traîneau pendant les premiers mois, voire les 2-3 premières années. Et donc forcément, je pense que ça nous a aussi boosté mutuellement. Et si on prend un peu de recul et on se dit notre objectif, c'est quand même le même, c'est de décarboner les mobilités. C'est ça. C'est bon, tu vois. Et ça me fait penser à une question que je t'ai pas posée, mais est-ce que toi, tu te vois en concurrence avec les autres projets, parce qu'il y en a d'autres qui éclosent dans ce sujet de favoriser le train. Est-ce que tu les vois comme des concurrents ou plus comme des partenaires ou des potentiels partenaires
Quelle est ta vision par rapport à eux? Franchement, ça dépend des projets exacts, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en concurrence sur des budgets. C'est-à-dire que nous, notre modèle, c'est du média, donc on est payé par des marques, des offices de tourisme pour faire des campagnes de publicité, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de moments où on se retrouve en concurrence avec eux parce que les partenaires vont nous sonder tous les deux. Et il y a des projets qu'on a, il y a des projets qu'ils ont, etc. Et donc, d'un côté, c'est sain parce que ça te permet de ne pas te reposer sur tes lauriers, mais je veux dire, c'est une concurrence. Malgré tout, ça sert à rien d'essayer de faire croire qu'on est dans un monde de bisounours. Ouais. Donc, il y a forcément un enjeu de payer tes salariés, de développer ta boîte, etc. Et donc, évidemment que, je veux dire, il faut être meilleur que les autres. Ça, c'est une évidence. Ça reste une entreprise comme une autre. C'est ça. Si vous voulez atteindre le même objectif. C'est ça. Après, si on prend un peu de recul, encore une fois, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait plein d'acteurs qui se lancent sur ce créneau-là. Bien sûr, ouais. C'est super, parce que déjà, ça fait grandir ton marché. Plus on est nombreux à faire la promotion du train, plus il y a de gens qui auront potentiellement besoin de notre appli ou de regarder nos vidéos, etc. Sûr. Donc globalement, je pense que tout le monde y gagne. Et puis voilà, je veux dire, même d'un point de vue sociétal, c'est plutôt une bonne chose que les gens se reportent vers des modes de transport bas carbone. Oui, clairement, oui. Et si on revient donc sur cette mauvaise expérience de collaboration, si on peut dire ça comme ça, finalement aujourd'hui tu t'es très bien entouré dans le projet Ourail, tu as quand même une bonne équipe constituée. Comment tu as fait pour bien t'entourer? Comment tu as sélectionné les personnes avec qui travailler? Et voilà, tu t'es relevé de ce petit échec du début pour au final un peu changer les choses. Franchement, j'ai fait plein d'erreurs. C'est pas mal. Et je pense que c'est inévitable. Je pense que pour moi, mon sentiment, c'est que c'est le plus dur de bien s'entourer dans des projets entrepreneuriaux. Je suis assez d'accord. J'ai l'impression vraiment que c'est le truc où tu te vautres le plus, que ce soit pour trouver des associés, que ce soit pour trouver même des salariés ou des collaborations en freelance, etc. C'est super compliqué. Je suis passé par plusieurs phases. On a eu la première phase au lancement de Ourail où là, c'était que du bénévolat. Donc là, il y a plein de gens qui nous avaient contactés, qui voulaient s'investir de façon bénévole dans le projet. Okay, ouais. Et du coup, franchement, moi, j'étais trop content. Je disais, vas-y, venez. Plus on est de fous, mieux on est. Au final, c'est un peu une erreur parce que t'es beaucoup moins efficace. Ça reste du bénévole, c'est pas... Ouais. Au-delà du bénévolat, en fait, quand tu as une certaine maturité, une certaine taille, c'est contre-productif d'avoir 4 personnes pour développer un produit. C'est vrai. Parfois, il vaut mieux avoir 1 ou 2 personnes qui confrontent leurs idées et qui avancent plus vite. Donc ça peut être une erreur, c'est de peut-être au début avoir une équipe un peu trop grosse par rapport à la maturité. Et après aussi, je pense que effectivement, parfois il y a un peu cette volonté de se dire ah putain là vraiment j'ai besoin de quelqu'un, il faut que je recrute, et du coup de pas faire un bon recrutement qui finalement va te faire perdre plus de temps qu'autre chose. Et donc parfois il vaut mieux ne pas recruter et se dire bon bah je dépriorise ce truc ou alors je retire ça de mon périmètre, j'en sais rien, plutôt que de faire un mauvais recrutement, je pense. Mais bon, chaque situation est propre. Clairement. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment dans toute cette aventure, tu t'es dit, t'as eu envie d'arrêter, de passer à autre chose? J'ai jamais eu vraiment envie d'arrêter. Je me suis jamais dit, ok, c'est bon, là, j'arrête. Il y a jamais eu un moment où je me suis dit, non, mais c'est bon, qu'est-ce que je fais d'autre? Tu vois, j'ai jamais je suis jamais passé à l'action concrète, même dans ma tête, de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, je dirais non. Cela étant dit, évidemment qu'il y a plein de moments de doute. Il y a plein de moments où je me dis mais pourquoi tu t'es rajouté ça sur les épaules, sachant qu'avant de lancer Ourail, moi j'étais peinard. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais mes réseaux qui marchaient bien, je gagnais bien ma vie, je faisais des projets que je kiffais, je voyageais, etc. Franchement, j'avais pas de raison de le faire, tu vois. T'allais bien dans le meilleur des mondes. Ouais, franchement, j'étais très bien. Mais ouais, j'ai eu plein de moments de doute, il y a eu plein de moments difficiles, et en plus le problème c'est que quand tu as des moments de doute sur le plan pro, après ça peut très vite basculer sur le plan perso. Et c'est là les moments les plus durs, c'est quand tu sens que tout vacille un peu à la fois sur le perso et le pro, là ça peut devenir compliqué. C'est vrai que quand on est entrepreneur, la limite pro-perso elle est quand même assez fine, et c'est le plus gros risque finalement. Au début franchement c'est impossible, je trouve. Tout ça grappille de partout sur le perso. Au début c'est impossible, mais par contre pour donner un peu d'espoir, je trouve que quand tu arrives à t'entourer justement de bonnes personnes et que le projet repose plus que sur toi,
mais que tu as réussi à t'entourer soit d'associés, soit de gens fiables dans ton équipe, etc. Là, franchement, ça change la vie. Il y a des moments où tu te dis, bon, ok, peut-être que ça ira pas exactement aussi vite si je me prends un tout petit peu de recul pendant 2-3 jours, mais c'est la vie, faut aussi se préserver, tu vois, et ça fait un bien fou. Ouais. Et c'est vrai que pour, comme tu dis, donner un petit peu d'espoir, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui regarde ce podcast, qui écoute, qui hésite à se lancer et qui attend qu'une chose, un petit conseil Bah, le conseil que je donnerais, c'est de, encore une fois, ne pas se précipiter, bien prendre le temps justement sur les sujets humains, sur les recrutements, de bien prendre le temps, de ne pas se limiter à un entretien d'une demi-heure. Mais s'il faut faire 2, 3, 4 entretiens, prendre un verre, etc., faites-le. Et s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute en général. C'est rare qu'il y ait des bonnes surprises quand il y avait un doute à un moment. Et puis après aussi s'entourer de gens qui sont passionnés par le sujet. Parce que sinon tu vas très vite vivre un désalignement à ce niveau-là et ça peut être ultra frustrant. Surtout dans le genre de projet que tu développes, qui a quand même une visée d'impact, il faut quelqu'un qui soit en accordance avec toi, aussi ta vision, ce que tu veux apporter. Clairement, ça peut pas marcher. Ouais. Après, moi, là où je vais peut-être me différencier de certaines personnes, je trouve que faut aussi accepter que dans des projets, il va y avoir des moments où tu vas t'embrouiller avec tes associés et c'est pas la fin du monde en fait. Je pense que justement, c'est important aussi de se dire que il y a des moments où tu vas te foirer, tu vas avoir des embrouilles, des choses comme ça, mais il faut réussir à passer outre. Et je pense que c'est ça la première qualité en fait d'un entrepreneur, c'est la capacité de rebond, quoi. C'est se dire, ok, bon, il s'est passé ça, c'est chiant, même si ça t'impacte parfois émotionnellement super lourdement, faut se dire, ok, comment je me recentre sur l'action et comment je rumine pas juste ce que je ressens, quoi. Ouais, la fameuse résilience de l'entrepreneur. Ouais. Voilà. Je tombe dans les clichés un peu inspirant, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, complètement. C'est tout ce qui se passe ici, nous l'ont dit vraiment que c'est ce côté, il va forcément y avoir des moments moins marrants, mais ça vaut tous les moments sympa, quoi. Ouais, et puis en fait, même de façon plus générale dans la vie, c'est comme ça. La vie, c'est pas une courbe linéaire. Ça serait trop facile. Tu te casses la gueule, c'est très cyclique. Et je pense qu'on profiterait pas du tout autant des bons moments si on n'avait pas ces moments difficiles. C'est sûr. Donc, faut aussi l'accepter, même si sur le moment, c'est pas facile. Clairement. Et pour finir, dans 3-5 ans, ce serait quoi la version idéale de Ourail ? Alors, si je suis très honnête, moi, je prends pas un plaisir énorme sur la partie gestion. Oui, d'accord. Le fait de m'être éloigné un peu justement de la création de contenu, etc., ça me manque un petit peu. Et donc moi, dans une version vraiment idéale de Ourail, dans 3 à 5 ans, j'aimerais justement pouvoir me recentrer là-dessus et soit avoir, je sais pas, il y a plein de solutions, tu vois, ça peut être avoir un directeur général qui reprend la gestion opérationnelle de la boîte, ça peut être même avoir revendu ses parts ou des choses comme ça, mais en tout cas, dans 3 à 5 ans, j'aimerais bien pouvoir me concentrer sur un truc qui me plaît, on va dire, un peu plus à 100%. Okay. Et peut-être un peu délaisser les parties gestion humaine, etc., que je trouve parfois super délicates, parce que je pense que j'en serais totalement capable si j'avais le temps. Oui, d'accord. Mais en fait, comme je suis très pris par les sujets opérationnels, tu vois, j'incarne beaucoup de vidéos, je rédige beaucoup de scripts, je m'occupe du commercial, enfin, je fais... T'es encore à 100% de l'opérationnalité. Ouais, et donc, en fait... Malheureusement, je pense que c'est un peu vrai, mais quand moins tu as de temps, plus tu deviens un peu un connard. Je le dis de façon très crue. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Mais en fait, quand t'as plus de temps et que t'es un peu sous pression perpétuelle parce que tu te dis putain, je suis à la bourre là-dessus, je suis à la bourre là-dessus, je suis à la bourre là-dessus, mais en fait, t'as pas la patience, tu vois, d'écouter un peu plus, de faire preuve d'empathie, etc. Et c'est pas bien. Hein, je dis pas que c'est plutôt une mauvaise chose, mais c'est pas forcément volontaire, tu vois. Et c'est pour ça là, je me sens beaucoup plus compréhensif vis-à-vis des gens qui ont des grosses responsabilités et qui se comportent un peu comme des connards. Je suis pas en train de le défendre, je dis juste que je comprends pourquoi ils sont comme ça. Ouais, t'arrives pas à prendre du recul. Franchement, il y a à voir ce que même tu fais et t'es sous pression et voilà. Ouais, et du coup, quand t'as quelqu'un de ton équipe qui vient te faire part de frustration, etc., en fait, toi, t'as tellement déjà de trucs, c'est difficile d'être à l'écoute. Et c'est ça aussi qui fait un bon
manager. Et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, si tu te rends compte que tu n'arrives pas à le faire, bah, je pense que c'est aussi mature de se dire, bon, bah, peut-être que c'est pas la bonne place pour moi, quoi. Ouais, je le délègue ou exactement. ou je fais autre chose, clairement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur, d'autant plus dur quand on est dans le guidon de le remarquer. Ouais. De se rendre compte que c'est un truc qu'on maîtrise pas trop et qu'il vaut mieux laisser quelqu'un d'autre le faire. Exactement. Et puis, en vrai, tu peux le remarquer, mais il faut aussi avoir les moyens. Parce que recruter un directeur général, c'est pas gratuit. C'est un luxe. Donc, ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. Merci Benjamin. Mais avec plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver Ourail Bah Ourail, on est présent sur à peu près tout, Instagram, TikTok, YouTube, voilà, HOU2RAIL. Et sinon, moi, mes réseaux à moi, c'est Globetolter, donc GLOBETOLTER. J'ai pas fait d'erreur, je crois. Et là, pour le coup, pareil, sur Insta, TikTok, etc., YouTube. Voilà, mais en tout cas, c'était cool de parler de ça avec toi. Ben non, c'était un plaisir. Moi, j'en profite pour remercier Honor qui nous a fourni le matériel pour enregistrer ce très beau podcast. Et je te remercie encore une fois pour ce moment d'échange qui était très agréable. Et de toute façon, on se revoit à la Pépinière 27. Ouais, je crois qu'on va se recroiser. Voilà. Salut. Merci.